Que vous soyez une compagnie aérienne, un fabricant d'équipements aéronautiques ou même un organisme de formation, vous pouvez désormais diffuser vos publicités audio dans notre podcast. Imaginez, votre message est captivant, diffusé aux oreilles de pilotes, d'étudiants en aviation, de passionnés d'aéronautique et bien d'autres encore à travers toute l'Afrique. C'est une opportunité de vous connecter à votre public cible d'une manière unique et efficace. Notre podcast est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs et professionnels de l'aviation civile en Afrique. Alors, saisissez cette chance de faire briller votre marque et de toucher les auditeurs qui partagent votre passion pour l'aviation. Pour en savoir plus sur nos options publicitaires et pour réserver votre espace dès maintenant, faites-nous signe. Ne manquez pas cette occasion de prendre votre envol et de faire entendre votre voix dans le monde de l'aviation civile. Le podcast Le blog de l'aviation civile en Afrique, où passion et innovation se rencontrent dans les airs. Réservez votre publicité audio dès aujourd'hui et participez à cette aventure passionnante. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le blog de l'aviation civile en Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Janvier Steve Nzegui, superviseur des opérations piste chez Aéroport de Libreville. Janvier Steve est en poste depuis plus de 2 ans et a une connaissance approfondie du secteur de l'aviation. Au cours de cette interview, nous discuterons de son parcours professionnel et de son rôle à l'aéroport de Libreville et des défis auxquels il est confronté. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à la rencontre de Janvier Steve Nzegui. C'était mon invitation pour le podcast Le blog de l'aviation civile en Afrique. Et enfin, on réussit à trouver un bon créneau pour pouvoir échanger. Et vraiment, enfin, finalement. Ok, alors déjà, je vais vous passer la parole afin que vous puissiez vous présenter pour nos auditeurs. Qui est Janvier Nzegui? Que fait-il et où se trouve-t-il, du moins, carrière professionnelle uniquement? D'accord. Alors, je suis Janvier Steve Zengi Mukala. Je suis un jeune Gabonais à Libreville. Je travaille à l'aéroport international Léon-Bas de Libreville, où j'occupe la fonction de superviseur des opérations piste, encore appelé superviseur airside. Et en gros, c'est un peu ça, s'il faut que je me présente. D'accord. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, chef opérateur piste bref, est-ce que vous pouvez le rendre plus simple pour les auditeurs qui vont vous écouter? Bon, le superviseur des opérations, déjà au département des opérations, il y a le superviseur des opérations aéroportuaires, Oui. encore appelé superviseur AOCC depuis un certain nombre d'années, qui s'occupe de la gestion comment on appelle, la gestion des infrastructures, la gestion des ressources de l'aéroport, et superviseur des opérations pistes, qui est moi, superviseur airside en anglais, Oui. qui s'occupe de la gestion de la sécurité aéroportuaire. D'accord. Donc, le superviseur des opérations pistes que je suis veille juste au maintien du certificat d'aérodrome en veillant à ce que toutes les procédures inscrites dans les manuels AOCI soient respectées. D'accord. OK. Alors maintenant qu'on a planté le décor, je vais faire un bond en arrière pour parler effectivement de votre parcours, je vais dire académique, professionnel. Comment est-ce que vous arrivez à ce stade de votre carrière? Quel est le cursus que vous avez suivi en tout cas? Bon, moi, mon cursus est quand même atypique parce que j'ai très vite su ce que je voulais faire. Ouais. Et c'est pourquoi je le dis souvent atypique, parce que beaucoup sont tombés comme ça dans le bain du transport aérien. Moi, j'ai toujours voulu avoir un travail en rapport avec les avions, avec un aéroport. Mhm. Donc, je pense à partir de la classe de seconde, quand j'ai fait mon premier voyage en tout cas. Ouais. En faisant mon premier voyage, je me disais juste qu'il fallait quand tu travailles dans le transport aérien, il fallait que tu sois pilote ou steward.
Ouais. et avoir un bac C ou voilà, se mettre à servir dans l'avion. Donc, de toute façon, moi, je voulais travailler dans l'avion ou autour des avions. Ouais. Alors, j'ai eu un baccalauréat série LE, sciences humaines et sociales à Dakar. Mhm. Et après l'obtention de mon bac, comme je disais, vu que je savais ce que je voulais faire, et sachant que l'anglais, c'est incontournable dans le transport aérien, Tout à fait. je me suis rendu en Afrique du Sud, à Cape Town, où j'ai fait une année de langue, d'immersion de langue, où d'ailleurs j'ai même été accepté dans une université en ressources humaines. Et quand je dis à mes parents que non, je voulais retourner à Dakar parce que j'avais déjà si bien un établissement à Dakar qui formait en transport aérien, Mhm. c'était un peu compliqué de quitter le prestige de Cape Town pour retourner à J'imagine. Dakar. Donc, Ouais. j'ai quand même pu retourner à Dakar, où j'ai fait une première et deuxième année en transport et logistique, parce qu'on ne te forme pas directement en aérien. Ouais. En tout cas, si tu veux atteindre le niveau master, tu fais transport et logistique, c'est le tronc commun. Et première année, deuxième année, j'ai eu un DTS, diplôme de technicien supérieur en transport et logistique Mhm. euh, à Dakar Air Academy, une école qui avait été créée d'ailleurs par des anciens professionnels de Air Afrique. Ok, d'accord. Et dans l'école, j'ai eu l'opportunité d'être formé au métier, avoir des formations annexes à mon diplôme dans la gestion des passagers et des bagages. On nous a appris à enregistrer les passagers, à ma utilisation du logiciel Amadeus pour l'enregistrement aussi, l'achat des billets Ouais. et la sûreté, un, deux, trois bases. Ce qui a fait qu'en deuxième année, j'avais déjà beaucoup d'aptitudes. Et après mon DTS en transport logistique, je me suis directement spécialisé en transport aérien. J'ai une licence professionnelle en transport aérien, toujours à Dakar Dis-moi, Academy, d'accord. D'accord. et oui, toujours à Dakar. Et je fais mon master 1 à Dakar Academy et j'ai changé d'établissement parce que c'est vrai, c'était une bonne école créée par des anciens de transport aérien, mais il, euh, il n'était pas encore prêt pour le cycle master. C'était bien pour les formations licence, bac 1 plus 2 3. Je Ouais. suis allé à l'Institut supérieur de transport, Subdeco à Dakar, où j'ai obtenu mon master en management de transport aérien. D'accord. Dans, toujours dans mon cursus, étant donné, comme je disais depuis le début, que je savais exactement ce que je voulais. Quand je suis arrivé en première année, je voulais tellement travailler. Et comme je disais, c'était les anciens de transport aérien, j'ai eu un stage dans une compagnie aérienne comme le groupe Transair, qui vient déjà de ma Libreville d'ailleurs. Avant, c'était juste une compagnie locale et régionale. Ouais. Et deuxième année, j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage à Libreville, à Afrique Aviation, qui n'existe plus malheureusement. Une troisième année, j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage à Air Ouais. France Dakar, escale D'accord. de Dakar. Mhm. Et après, j'ai eu des autres stages dans des agences de transport, des agences de billetterie, jusqu'à ce que je me retrouve à l'aéroport international de Libreville. Ok. Alors, on peut dire que c'est vraiment une passion, travailler au sein du moins dans l'aviation civile. Ça demeure une passion que vous avez depuis tout petit, ou du moins depuis votre parcours d'étudiant, on peut dire ça. C'était pas Oui, c'est une arrivé, passion non? Oui. effectivement, effectivement, c'est une passion que j'ai développée lors de mon tout premier voyage. C'était, je me rappelle, avec le Royal Air Maroc. C'était mon premier voyage. J'allais même, je pense que j'allais étudier parce que j'ai eu le bac, comme je l'ai dit, à l'étranger, à Dakar. Et c'est vrai que j'allais faire le bac, mais je ne savais toujours. De base, je voulais être architecte, mais j'avais déjà raté le cursus pour être architecte Oui. et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais quand j'ai pris l'avion, je suis allé. J'avais pas l'opportunité aussi à l'époque d'aller à l'aéroport tout le temps, de voir des gens qui voyagent tout le temps. Et malheureusement, encore, c'est un problème que nous avons en Afrique. C'est même d'ailleurs pourquoi j'ai accepté de participer à votre podcast parce que il y a ce problème d'orientation là, ce problème de création, de Exactement. passion et tout. Et en faisant ce voyage, bon, je me rappelle, j'avais acheté un livre dont j'ai malheureusement oublié le titre, qui parlait un peu des métiers, certains métiers et leurs débouchés. Je m'étais vraiment arrêté sur le transport aérien, tous les débouchés qui pouvaient en sortir. Alors, comment est-ce que, avec tout ça, vous percevez, je préfère
embrayer directement. Percevez, quel est votre regard sur du moins l'aviation civile en Afrique? Comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce que c'est assez accessible pour les jeunes? C'est vrai que généralement, ce qui revient, on va dire tout le temps, c'est que c'est inaccessible. On ne sait pas trop comment ça se passe. Il n'y a pas trop d'informations dessus. Comment est-ce que vous, étant déjà un acteur clé dans le domaine, vous voyez les choses? Est-ce que c'est juste un manque de volonté, du moins, de ceux qui veulent y accéder, mais ne cherchent pas l'information, ou alors, bon, c'est comme ça, c'est fermé? Quand vous parlez d'accessibilité, c'est voilà, trouver un emploi dans le transport aérien ou On va dire formation, faire des vols emploi, de et France? oui, en Ok. fonction de là où on se trouve, du moins. Bon, le problème avec on avait l'orientation dans le transport aérien en Afrique, en particulier, c'est le même problème qui se pose dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines qui sont très, très, très bien, tout comme le transport aérien, mais qui ne sont pas très connus. Oui, Parce que nous, par exemple, en Afrique centrale, il y a des formations qui sont très mises en évidence, comme le droit, la comptabilité, je sais pas, les ressources administratif, humaines. oui, Mais il y a beaucoup de filières, comme je disais, comme le transport aérien, que moi, je ne connaissais pas et dont je découvre encore des métiers aujourd'hui, hein. C'est en travaillant que je découvre qu'on peut faire ce métier-là en faisant cette formation liée au transport aérien. Parce que moi, comme je vous disais, je me disais que c'était juste pilote, steward, agent de exactement. passage qui enregistre. Et il n'y a pas ces plateformes-là qui permettent aux jeunes de devenir encore plus curieux, de faire de nouvelles passions. Il n'y a pas des journées portes ouvertes, il y a pas de, il y a pas la culture aussi on va dire, la recherche ou la lecture chez les jeunes aussi. Oui, Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on est plus concentré déjà. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent maintenant être créateurs de contenu, les choses comme ça. Ce sont des choses qui sont mises plus en évidence. oui, Et on n'en parle pas beaucoup, c'est tabou. Par exemple, ce podcast, c'est un des podcasts, je pense, la première fois que je vois un podcast sur le transport aérien. Après, je me suis mis à chercher, j'ai découvert qu'il y en a encore peut-être deux ou trois, mais c'est en oui, Occident. oui, En exactement. Afrique, c'est pas, je pense que c'est pas juste un problème du transport aérien, c'est juste un problème d'orientation des jeunes Oui. et voilà, le transport aérien aussi est impacté. Oui, mais est-ce que, comme ça, juste pour titiller un peu, est-ce que l'aviation civile est elle-même ouverte à accueillir davantage de personnes? On a l'impression que ça reste quand même un club très select, hein, hormis la formation, qu'il faut une formation, etc. D'accord. Mais est-ce que Mhm. vraiment elle se met en avant elle-même? Je ne sais pas, c'est à travers ses Non, différentes, je vais répondre directement en disant non, parce que, exemple, quand je suis venu en 2014 à Libreville pour mon stage d'Afrique Aviation, ouais, j'avais été intéressé. Il y avait un petit centre de formation qui était dans l'aéroport qui m'avait intéressé. Et il y avait des formations que j'avais déjà eu à faire à Dakar où je voulais juste faire un recyclage. À Dakar, j'avais fait ces formations, par exemple, à, on va dire, 100 000, 75 000. Quand je suis venu là, on me parlait de 150 000 l'heure et tout. Je ne pense pas que euh, tous les jeunes Gabonais ou tous parents, en Afrique d'ailleurs, yeah, peut se permettre d'investir. En fait, c'était juste réservé aux professionnels du transport aérien. C'est vraiment, c'est vraiment inaccessible, je trouve. C'est vraiment un club fermé, comme vous avez dit. Et je pense qu'avec des plateformes comme la vôtre, ça pourrait être davantage connu ou intéressant pour certaines personnes. ouais. C'est vrai que c'est l'objectif, hein, effectivement, du podcast, c'est de valoriser, voir que c'est possible à travers d'autres métiers, pas seulement pilote, steward, etc. Donc, il y a vraiment Exact. d'autres métiers autour qui permettent aux gens de facilement accéder et puis peut-être à l'intérieur, pouvoir progresser au fur et à mesure. Alors, parlons maintenant de votre métier. Comment se passe la journée, votre journée de travail? C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Une seule journée, hein, 24 heures dans votre peau, on va dire ça. Major. Bon,
l'avantage avec mon métier, ou encore beaucoup de métiers d'aéroport, de transport aérien, les journées sont toujours différentes. Ouais. Elles ne sont pas monotones, et voilà, elles sont toujours différentes. C'est, si je veux prendre, bon, je veux peut-être vous parler d'une journée type, qui est plus ou moins Exactement. normale. Ouais. Quand j'arrive, je m'enquère d'abord du programme des vols du jour auprès de mon collègue superviseur AOCC, ou superviseur des opérations aéroportuaires. Ouais. Et sur la base de ça, je collabore en général avec l'agent péril animalier qui s'occupe de la prévention du péril animalier, de la présence des oiseaux. On peut être un peu plus simple, présence Ok. des oiseaux qui autour de la piste ou de l'aérodrome. Mhm. Donc, nous collaborons, nous faisons d'abord une inspection de piste pour vérifier que la piste n'a aucun débris, où on se souvient encore de l'aéronef de Concorde en Le 2000 Concorde. oui, qui avait fait son 13 morts à cause d'un FOD, d'un débris, comment on va dire. Exactement. Et nous veillons à ce que la piste soit bien claire, donc sans débris, que les installations aéroportuaires, généralement à SECNA, soient en service. Et Oui. le balisage, déjà, je travaille de jour comme de nuit. Ok. Le balisage, et l'éclairage sur les panneaux d'indication. Nous vérifions les parkings, qu'il n'y ait pas de déversement d'huile. Nous vérifions après toutes ces inspections, nous faisons une bonne inspection de notre aérodrome. Après ces inspections, nous mettons à superviser les opérations qui se passent, le traitement des vols qui se fait. Nous veillons à ce qu'il n'y ait aucune infraction, à ce que les limitations de vitesse soient respectées, Oui. que toutes les procédures soient respectées, que le camion du coup de pétrole, du pétrole, qui avitaille l'avion en carburant, que son passage soit dégagé, qu'il ne soit pas obstrué, que lorsque l'avion a avitaillé, qu'il y ait un chargement comment on appelle, un embarquement des passagers, que la SECNA soit là, représentée par les sapeurs-pompiers de la SECNA, qu'on appelle le SLI, Mhm. euh, l'assistance sécurité. Nous veillons à ce que tout le monde porte son badge, son gilet, et qu'il n'y a aucune infraction. Quand il y a une infraction, nous collaborons avec la gendarmerie. Nous Ouais. constatons l'infraction, la gendarmerie applique les sanctions. Et en cas d'incident, d'accident, nous sommes les premiers acteurs. Nous, nous faisons un rapport d'information à la hiérarchie, généralement au SGS, Système de gestion de la sécurité, Ouais. qui prend les mesures, qui va appliquer les mesures correctives pour que ça ne soit produise plus des sensibilisations et autres. Ouais. Après, il y a beaucoup d'autres activités. C'est nous qui rédigeons les notames lorsque un notam doit être émis et tout. On collabore aussi avec la SECNA. On collabore beaucoup avec la SECNA. Et d'ailleurs, même, mes activités sont beaucoup jumelées avec celles de la SECNA Ok. sur l'aspect sécurité. Vous parliez tantôt du balisage de la piste et tout. J'aimerais savoir, lorsque vous le faites, est-ce que c'est au moment où la piste est fermée ou alors vous jonglez entre les atterrissages et tout le reste des avions? Euh, Exactement, on peut dire ça comme ça. On jongle entre les atterrissages et les avions. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes toujours en communication avec la tour via radio VHF. Oui. Avant de pénétrer la piste pour faire nos inspections, nous demandons l'autorisation à la tour. C'est la tour comment on appelle, qui a une vue dans le ciel, Oui. qui peut nous dire, voilà, il y a un avion en approche, vous ne pouvez pas pénétrer la piste. Il y a Mhm. un avion, c'est bon, c'est libre, vous pouvez pénétrer la piste. Et lorsqu'on finit notre inspection, on fait aussi le rapport à la tour, sur la radio VHF. Oui. Et, et nous aussi, nous faisons notre rapport au sol dans la documentation et tout pour les actions correctives, D'accord. si Alors, nécessaire. oui. Alors, est-ce que dans le cadre de votre travail, c'est vrai que généralement,
dans l'aviation civile, il y a beaucoup de formations, de mise à niveau. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous? Est-ce que, il y a de nouvelles choses qu'il faut intégrer ou alors, bon, ça va, juste quelques petites mises à jour et c'est terminé? Bon, oui, comme on le dit, il y a beaucoup. Déjà, même ce qu'on a déjà acquis, il Oui. faut toujours le remettre à niveau. Généralement, c'est après 2 ans, ce Mhm. qui a été fait encore très récemment. Et ça ne fait que à peine 2, 3 ans que je suis à l'aéroport de Libreville. Oui. Et depuis, à chaque fois, chaque année, chaque mois, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. C'est récemment qu'on a eu c'était nouveau pour moi. J'ai eu de nouvelles formations sur certains domaines de la sécurité que j'ignorais vraiment. Oui. Et c'est- on apprend en continu, en fait. On ne sait jamais tout. C'est ce qui est bien avec le transfert aérien, ce qui fait que c'est difficile pour quelqu'un de s'ennuyer, de sentir la monotonie Ouais, ouais. dans le domaine. On Exactement. apprend toujours. Et il y a toujours des innovations aussi du côté des lois ACI que nous devons aussi mettre à jour à notre niveau. Donc, Ouais. Alors, est-ce que dans le cadre de votre apprentissage, de votre carrière, de votre métier, vous envisagez autre chose ou alors y a-t-il je veux dire, des progressions en interne? Comment ça se passe? C'est vrai que bon, quand on est pilote, on sait que bon, pilote, c'est on va être commandant de bord et puis est-ce que dans le non, cas, mais même un pilote, il imagine des progressions. Après, bon, il y a d'autres. Après pilote, il y a d'autres grades, il y a d'autres échelons aussi, je pense, exactement, supérieurs. Voilà. ouais, ouais. Dans votre cas, dans le cas en ce qui vous concerne, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou alors vous essayez déjà de profiter, de vous réjouir de votre, de là où vous êtes, on va dire. Mais tout employé, quel que soit le domaine, qui ne pense pas, qui n'envisage pas un futur meilleur pour lui-même ou qui n'envisage pas une progression professionnelle est un danger pour l'entreprise. Ça veut dire que oui, ça veut dire qu'il va se reposer sur ce laurier, il sera familier au travail, et ça, c'est même dangereux, surtout dans le transport aérien. Il Ouais, va, il ne va plus voir ce qu'il faut voir. Donc moi, pour le moment, personnellement, je me perfectionne parce que je veux vraiment avoir des bonnes bases, des bases solides comment on appelle, avant d'aller plus haut. Parce que ça ne sert à rien de courir vite exactement. et après tomber, après ne pas avoir toute l'assurance nécessaire, toute la connaissance nécessaire pour tenir le niveau que nous voulons, que je veux atteindre. Ouais, Donc, pour le moment, moi, je profite à apprendre vraiment au maximum. Mais effectivement, je, je, euh, je rêve plus aussi pour moi, ouais, que ce soit sur le plan national ou international. C'est ça l'avantage au transport aérien. Nos formations sont valables partout. exactement. Les formations que je fais, quelqu'un qui est aux États-Unis les fait, quelqu'un qui est au Canada les fait, quelqu'un qui est au Bénin fait les mêmes formations. Donc, c'est ça l'avantage. Je rêve un avenir meilleur pour moi dans un certain nombre d'années. Ouais. Alors, une autre question, c'est beaucoup plus lié je veux dire, à l'aéroport de Libreville. Est-ce que vous avez déjà eu à, je veux dire, comme ça, ouvrir les portes à des jeunes? Est-ce que ce sont des trucs qui sont envisageables? Je sais que généralement, chez nous, on met beaucoup plus en avant la sécurité en ne permettant pas toujours que ce soit possible. Mais est-ce que ce sont des choses qui sont dans le cas spécifique du Gabon, là où vous travaillez? Qui sont envisageables ou alors, bon, voilà, les jeunes se contentent aussi, bon, de regarder à l'aéroport étant soit à la télé, soit qu'on vient accompagner un membre de sa famille. Est-ce que, voilà, ce sont des choses possibles? Oui, bon, à mon niveau, à ce que je vois où je travaille, Exactement. ça se fait peut-être pas en journée porte ouverte ou journée de visite, Oui, mais avec comment on appelle, le recrutement des stagiaires. oui, Donc, c'est très cyclique. C'est pas les mêmes personnes qui viennent faire des stages. Ça change, que ce soit dans mon entreprise ou les entreprises qui partenaires. oui. Il y a toujours des nouveaux stagiaires, il y a toujours des nouveaux, il y a toujours des nouveaux. Et je pense que c'est ça leur politique. C'est peut-être leur façon de faire connaître le milieu aéroportuaire aux plus jeunes. Mhm. Ok. Mais peut-être pas en journée porte ouverte. Oui, tout à fait.
En tout cas, on espère que, du moins, je pense que c'est quelque chose c'est un regard assez global sur je dirais, l'aviation civile en Afrique. C'est pas toujours open à tout le monde, mais bon, on espère que ça se fera en laisser cadre. Maintenant, je vais revenir sur toujours sur votre carrière. Est-ce qu'il y a un élément depuis que vous travaillez qui vous a marqué, un événement durant votre carrière, déjà depuis que vous travaillez à l'aéroport de Libreville? Un événement qui m'a marqué, laissez-moi réfléchir. Un événement ou alors quelque Principal. chose qui dans votre métier je veux dire, vous plaît le plus, qui qui vous fait monter en adrénaline, on va dire ça comme ça. Et puis, Événement, non, quelque chose, oui. Ce oui. sentiment du travail bien fait, en fait, à la fin. Mhm. Quand un avion a quitté ton pays sans incident, sans accident, Ouais. et tu entends qu'il est arrivé dans l'autre pays bien, tu n'as pas tu n'as pas été cet acteur-là qui a fait en sorte que l'entreprise dépense des assurances. Oui, ça, c'est vraiment, déjà, quand tu pars, tu vas avec ce petit stress-là de qu'est-ce qui va se passer parce que nous sommes quand même, je suis quand même avec ma fonction, Oui. trop exposé comment on appelle, à des nombres, celui-là par qui le risque peut entrer ou être bloqué, au fait. Oui, oui, oui. Donc, quand tu finis ton travail et que ton travail a été sans incident, sans accident, il n'y a rien à signaler. Il y a un sentiment là que je ne peux expliquer au fait. Et ça, De c'est depuis que j'ai fierté? commencé à travailler. Comment? Un sentiment de Oui, fierté? de fierté et surtout de soulagement. Et ça, Oui. ça, c'est depuis que j'ai commencé à travailler. Oui. Et là, quand je viens au début, même, c'était pénible parce que je venais, surtout dès que j'ai compris un peu quelles étaient mes missions, je venais vraiment en stress au travail. J'étais sous stress et je faisais les choses. En fait, j'avais l'impression que le travail était même plus difficile, tellement je stressais depuis la Ouais. maison. Mais quand j'ai compris un peu le rouage, quand j'ai plus davantage lu les procédures, parce que c'est ça, en fait, Mhm. quand tu ne connais pas, tu es perdu. Quand j'ai davantage lu les procédures, quand j'ai compris davantage quelles sont mes missions, quelles sont mes responsabilités, c'est si la pression est descendue mais il y a toujours ce petit quelque chose là quand tu es en travail qui te rappelle que voilà, ne fais pas en sorte que l'entreprise dépense ses assurances à cause de toi, en fait, Tout dépense son à fait. assurance à cause de toi. Ouais. Alors, on comprend aisément que vous êtes vraiment, on va dire, l'une des pièces maîtresses hein, de l'aéroport, également sur qui on va dire, les avions comptent quand ils arrivent à Ouais, le département des opérations, c'est le poumon de l'aéroport. C'est le ouais, poumon de l'aéroport, c'est le cœur de l'aéroport. ouais. Alors, étant donné qu'on est tenu par le format podcast, ma dernière question, j'aimerais la poser pour les jeunes auditeurs. Bientôt, c'est la rentrée aussi académique. Qu'est-ce que Hmm. vous pouvez leur dire? Quelle orientation pouvez-vous leur... Essayer de, comment on appelle? Essayer de savoir d'abord ce qu'on aime. Ouais, Ça, c'est important. Et parce que moi, mon métier, c'est ma passion, c'est ma formation. Donc, je vais au travail avec joie, en fait. Je ne tire jamais les pieds pour aller au travail. C'est vraiment en fait, je fais mes distraire, en fait. ouais, ouais. C'est mon temps de distraction, c'est mon temps. Je me rappelle même quand je viens de commencer, c'est une parenthèse. Souvent, je travaillais de 7h, 15h, mais je pouvais rester au travail jusqu'à 18h. Et que mon salaire soit impacté ou pas, c'était pas mon problème. Moi, c'était un privilège d'être là, en fait. Je suis en train de me distraire. C'est un moment de joie, c'est un moment de. Voilà, c'est ça. Déjà, dire aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent, Ouais, savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils veulent, savoir où ils veulent aller. Parce que dans la vie, quand tu n'as pas de but, tu es facilement, tu es facilement dispersé. Au fait, tu vas, tout vent va t'emporter. Donc, aujourd'hui, c'est le vent des réseaux sociaux. Être créateur de contenu, c'est une bonne chose. Tu as l'argent facilement, mais est-ce que cet argent
Est-ce que tu sauras comment maintenir cet argent-là? Donc, savoir ce que vous voulez. Et quand tu sais ça, tu restes focus. Bah, moi, je pense que mon CV dit tout un peu sur moi, en fait, sur ma façon de penser. Donc, quand tu sais ça, tu vas essayer de te mettre dans, on va dire quoi, ce mood-là, cet environnement-là, qui va t'aider à atteindre ton but, à atteindre ton objectif. Comme tu es élève, tu es étudiant, tu dois chercher. L'avantage avec moi, c'est une autre parenthèse encore. Et Ouais. quand je suis allé faire le bac à Dakar pour mon bac, je vivais dans une maison avec des étudiants qui étaient des gens master, licence et tout. C'est vrai, et beaucoup d'entre eux faisaient transport et logistique aussi. Ouais. Et de rester dans cet environnement-là, entouré d'étudiants, des gens qui vont à l'école, des gens qui projettent leur carrière, moi, ça m'a aussi aidé à me canaliser aussi. Mhm. Donc, c'est ça, tu peux être jeune, t'amuser, c'est important aussi, mais essayer de fréquenter ces endroits-là, chercher à lire, chercher à... Il y a tout sur YouTube, il y a tout sur Internet, C'est vrai. chercher à avoir des carrières qui ne sont pas encore exploitées dans ton pays, qui ne sont pas connues dans ton pays, qui ne sont pas développées aussi dans ton pays pour ne pas augmenter la file de chômeurs aussi de ton pays. Parce que beaucoup vont faire droit, 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 droit. Après, ils se retrouvent en train de faire autre, comment on appelle, ils se retrouvent en train Enfin, autre d'augmenter chose. la file de chômeurs. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, et quand tu fais autre chose, ce que tu ne veux pas vraiment faire, tu verras que le travail ne sera pas. Peut-être au début, tu vas essayer de bien faire pour avoir un CDI, mais après, le travail ne sera pas si bien fait que ça. Et c'est Exactement. un peu ça le problème que nous avons en Afrique. C'est nous sommes. Nous nous détruisons, nous nous autodétruisons en fait avec d'abord en amont, au plus haut, avec le manque d'orientation des jeunes, le manque Tout à de fait. un mauvais encadrement du système, une mauvaise gestion du système scolaire Ouais. qui emmène que les jeunes, il y a beaucoup qui savent très bien dessiner, par exemple. Mais il se dit, mais pourquoi je vais me fatiguer? Il n'a pas la volonté d'apprendre, d'étudier les leçons de mémoriser. Il va faire droit, il devient, c'est celui qui perturbe le cours, celui qui dépense l'argent des parents parce qu'il n'a pas envie de faire ça. C'est pas parce que, C'est vrai, voilà, exactement. c'est parce qu'il est né comme ça, des bandits, machin, tout. Mais après, quand il finit par ne rien faire avec ça, il est frustré. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient, voilà, un mauvais citoyen. Donc, si le système, l'encadrement pédagogique se fait bien aussi en amont, si dans les cellules familiales aussi, il y a ce regard là-bas. Moi, par exemple, je n'avais pas des parents qui ont très, très poussé dans les études, mais j'étais quand même un peu curieux aussi. Oui. Il n'y a pas cet encadrement-là. Voilà, on ne parviendra à rien, en fait. Donc, au lieu de, tu peux perdre ton temps sur YouTube. Il y a même il y a bon, il y a déjà tout sur des réseaux. Moi, j'aurais aimé naître ou avoir le bac à cette époque-là parce qu'il y a beaucoup de choses que je découvre en étant sur des réseaux sociaux et Exactement. tout, YouTube, Mhm. Facebook, que j'aurais aimé, que j'aurais voulu découvrir bien avant, en fait. Tout à fait. Donc, dire aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent, c'est se créer des buts et voilà, essayer de les atteindre Ouais. en travaillant, en se sacrifiant, en étant discipliné, c'est tout. C'est ça. C'est juste ce que j'ai fait. Donc, Ok. En tout cas, merci, Monsieur Janvier, on va dire, je vais appeler Janvier, d'avoir et- donné de votre temps hein, pour expliquer votre métier et puis parler des différents défis qu'il y a autour et puis donner quelques petits conseils à nos auditeurs jeunes, surtout qui viennent d'avoir aussi un Mhm. bac et tout. Donc, merci encore pour votre Mais merci à vous. Merci à vous. Et aussi, il y a une question. Il Oui, y a un élément que j'aimerais quand même ajouter. Moi, mon travail, on va dire quoi, au moins 90% du terrain. oui, Donc, il y a pas, on n'a pas vraiment si on doit dire qu'on utilise, on n'a pas vraiment des logiciels qu'on utilise. Les seuls éléments qu'on utilise, qu'on peut dire comme logiciel, ce sont des procédures. oui. Donc, l'annexe 14 pour ACI et l'annexe Mhm, 17 sur la gestion de la sécurité. oui. Et sur le plan national, le RAG 8.
Et, et voilà. Ouais. Donc, En tout cas, merci, et- merci encore pour tous ces éléments. J'espère que les gens, nos auditeurs vont davantage mieux comprendre aussi comment est-ce qu'un aéroport fonctionne, comment est-ce qu'un avion est sécurisé en avant et puis donc toutes ces procédures-là. Encore merci beaucoup, Jean-Vie. J'espère qu'on merci aura à vous. l'occasion Merci. de discuter sur d'autres sujets plus techniques, comme je disais tantôt, et puis j'espère compter sur. Merci. Merci, Merci pour l'intérêt. Merci. merci à vous. Merci d'avoir écouté le podcast de blog de l'aviation civile en Afrique. J'espère que vous avez apprécié cette interview avec Jean-Vier Stimzeki, superviseur des opérations pistes chez Aéroport de Libreville. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre plateforme. Encore une fois, merci d'avoir écouté. À bientôt.